Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. Nous sommes le dimanche 4 mai et aujourd'hui nous avons un nouvel épisode de l'invité du Trendstalk. Aujourd'hui, Olivier Mouton reçoit Bruno Coleman, économiste, académicien et auteur de différents livres et articles pour Trends Tendance. Les Américains sont très différents de nous, c'est-à-dire qu'ils sont inductifs, nous sommes déductifs, nous obéissons à des principes. Notre invité vient discuter du contexte international actuel, entre l'Ukraine, la Russie, les États-Unis ou encore la Belgique. Les sujets sont variés et notre invité démarre ce podcast en parlant des 100 premiers jours du président américain et de la tempête Trump. On fait le bilan avec vous. Z sur 7, l'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. On a aimé le néolibéralisme, maintenant on va adorer sa version la plus aboutie, ce que j'appelle l'exolibéralisme, c'est-à-dire rentrer dans une économie de marché tout à fait débridée. Et ce que Trump est en train de montrer, c'est qu'il veut délier les États-Unis de tous les engagements qui auraient pu contraindre la prospérité de son pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire sortir d'organismes internationaux, c'est-à-dire remettre en cause le commerce international, le multilatéralisme. C'est donc en fait montrer que les États-Unis se dépouillent de ces contraintes pour faire rugir l'économie au profit d'une prospérité qu'on espère pour eux, mais qui se fera évidemment au détriment du reste du monde. Et donc c'est un homme qui a réussi par sa seule force de parole à faire quasiment s'écrouler les marchés mondiaux, les marchés boursiers j'entends, ce qui veut donc dire que la puissance de Donald Trump est réelle et perçue comme étant tout à fait tangible. Selon vous, vous êtes un de ceux qui disent qu'il y a une vision derrière et un vrai objectif politique. Oui, il y a une vraie vision politique. La vision politique, c'est en fait même idéologique, c'est d'avoir un pays qui soit déréglementé, qui soit dérégulé, qui ne soit pas engagé vis-à-vis du reste du monde, pour que, dans une logique, on va dire, calviniste, protestante, chacun doive donner le meilleur de lui-même pour contribuer à la prospérité d'abord individuelle, mais collective. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il considère qu'il n'a plus d'engagement par rapport au reste du monde. Donc en fait, finalement, c'est un bouleversement complet, c'est un changement de polarité au sein du monde, puisque le phare de la démocratie qui était les États-Unis devient aujourd'hui peut-être le centre d'un régime politique qui devient d'abord égoïste, mais peut-être tellement égocentrique qu'il en deviendra fasciste ou fascisant. Et donc c'est un changement d'azimut, de polarité, et nous les Européens, nous sommes très interpellés parce que nous avons toujours considéré que les Américains étaient nos amis, parce que nous avons l'idée... Un pôle de liberté Un pôle aussi. de liberté, il suffit de penser à la statue de la liberté qui a été offerte par la France pour les 100 ans de la déclaration d'indépendance. On a toujours considéré que les Américains étaient nos cousins éloignés, mais en réalité, les Américains ne nous doivent rien. Ils nous ont d'ailleurs aidés 2 fois à reculons pendant les guerres. Et aujourd'hui, ils affirment leur autonomie et leur absence d'engagement moral par rapport au reste du monde. Donc, ils sont dans une logique de commerce, ils sont dans une logique de prospérité. Et le slogan de Trump dit tout, Make America Great Again, ça veut dire il veut que les États-Unis soient la puissance dominante dans le monde. Et en même temps, les premiers effets de toutes ces annonces, parfois un peu erratiques, c'est quand même une croissance qui part à la baisse, des indicateurs économiques qui sont en difficulté, peut-être une inflation qui va revenir, c'est quand même pas très positif comme perspective. Non, ce n'est pas positif et beaucoup d'Américains d'ailleurs vérifient tous les jours que les promesses de Trump ne sont pas tenues, notamment en matière d'inflation. Mais je crois qu'on sous-estime un attribut des Américains, c'est le patriotisme. C'est-à-dire que quand le président, qui est en fait l'émergence d'un peuple, décide, et si ce président en plus engage des souffrances pour un avenir qui sera meilleur, les Américains vont se soumettre. Il n'y a pas de contestation institutionnelle à l'image du président. Mais est-ce qu'il y a une volonté, par exemple, de miser sur un dollar faible, de jouer sur la dette ? Est-ce qu'il y a un plan pour dire on va quelque part effacer les ardoises et faire en sorte que les États-Unis soient effectivement cette nation prospère ? Oui, probablement. Il y a beaucoup de conseillers de Trump d'ailleurs qui sont des gens extrêmement brillants qui ont établi des documents qu'on peut consulter et qui sont très clairs. Les Américains sont un pays qui est beaucoup trop endetté, dont l'endettement finalement n'est plus du tout sous contrôle et le sera encore moins avec les baisses d'impôts que Trump a promises. La dette américaine est essentiellement détenue aux États-Unis, elle est détenue pour 1/4 par le reste du monde, mais quand les Américains s'étranglent sous leur propre dette, qu'est-ce qu'ils
font, c'est qu'ils font un défaut, c'est-à-dire qu'ils déprécient le dollar à manière telle qu'en fait, ils remboursent... Donc c'est voulu. Oui, c'est voulu, avec l'argent qui... Il y a eu deux précédents dans l'histoire, d'ailleurs. Il y a eu deux précédents importants. Il y a eu 1934 avec Roosevelt et 1971 avec Nixon. Et donc, je pense que la chute du dollar auquel on a assisté récemment, c'est le début, ce sont les prémices d'un choc financier qu'on n'a pas encore bien appréhendé. Et d'ailleurs, l'indice de ce choc, de cette envergure, c'est le prix de l'or qui finalement ne réagit pas du tout, comme on peut le penser, à l'inflation. C'est une très mauvaise couverture contre l'inflation, mais réagit à des problèmes monétaires qui sont anticipés. Et donc, derrière... Oui, l'or qui flambe. Enfin, voilà. D'ailleurs, je lisais que pas mal de ceux qui achètent de l'or, c'est aussi des États émergents, notamment je sais pas, la Chine, la Pologne, enfin des États qui ont besoin quelque part de se prémunir. Alors, absolument. Et on a dans l'idée que, par exemple, la Chine est un grand créancier des États-Unis, mais la Chine ne détient que 3% de la dette américaine, ce qui n'est pas grand-chose. Et donc, les banques centrales maintenant considèrent qu'il y a véritablement un risque sur le dollar. Mais il faut bien prendre la mesure de ce risque, parce que comme le dollar est la monnaie de référence, est la monnaie universelle, que donc on ne peut pas la remplacer par autre chose, ça veut dire que s'il y a un choc financier, ce n'est pas une explosion, mais c'est une implosion. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde sera touché si à un moment il y a un problème sur le dollar. Même une banque belge qui peut sécuriser aujourd'hui des actifs et des passifs en dollars ne connaît pas l'impact qu'aura le dollar sur les personnes à qui, ou les entreprises à qui elle a prêté de l'argent. Donc il y aura des effets de réplique et de résonance très importants. Et je crois vraiment qu'on ne va pas vivre cette présidence de Trump qui pourrait durer peut-être plus que 4 ans sans avoir à un moment une rupture financière importante. Je ne vois pas de retour au calme parce que l'idée de Trump, c'est de fragmenter, de fracturer tout dans cette fameuse logique calviniste auquel je faisais référence pour qu'en fait l'humain, la nation puisse donner le meilleur de lui-même. On dit souvent qu'il y a derrière aussi une vision qui est celle de certains géants de la tech, qui a une vision transhumaniste, enfin qui va encore même plus loin, en fait, extrémiste, eugéniste, oui. La loi du plus fort, ça, vous le pensez aussi ? Je le pense. D'abord, ces gens étaient présents à sa prestation de serment, ce qui n'est pas anodin. Et il y a des personnes comme Peter Thiel, par exemple, un Allemand, mais qui a vécu longtemps en Namibie, ou bien Elon Musk, qui a vécu en Afrique du Sud, qui ont une vision très particulière. C'est-à-dire, ce sont des libertariens. Ils considèrent que l'exercice de l'État doit être réduit à sa plus simple expression. Ce sont des personnes qui ont été fortement influencées par l'apartheid. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, on ne voit pas de diversité dans l'équipe qui gère maintenant les États-Unis. On parle effectivement de transhumanisme, de second monde, de seconde humanité, sont des personnes qui ont donc une autre vision du monde et qui considèrent que la technologie permettra de manière plus efficace, de manière optimale, de gérer l'humanité. Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui dissocient le droit de vote de la démocratie, mais surtout, et c'est encore plus important, qui dissocient la démocratie de la vision libérale de l'économie. Donc, ils considèrent que des démocraties illibérales, et d'ailleurs, elles s'installent aux États-Unis, ne sont peut-être pas mauvaises, ne sont pas néfastes pour la croissance économique, selon un modèle qu'on invoque souvent, qui est celui, par exemple, de Singapour. Oui, ça, voire même de la Chine, enfin d'une certaine manière, parce que c'est vrai que c'est le rival systémique plus que jamais. On sent que c'est presque une lutte à mort entre les deux puissances économiques. Il y a un peu une fascination aussi du modèle, non ? Oui, c'est-à-dire que la démocratie telle qu'on nous l'a enseignée, telle que Périclès l'aurait découverte il y a bien longtemps, cette démocratie est en recul un peu partout, et on va voir immanquablement que cette idée de la virilité de la décision pourrait s'imposer dans d'autres pays. Et on voit d'ailleurs que certains pays européens, je pense à l'Italie, je pense à la Hongrie, peut-être un jour la France, vont peut-être revêtir aussi les attributs d'un pouvoir plus autoritaire. Donc tout ce qui se passe aux États-Unis n'est pas anodin, parce que d'une manière ou l'autre, que ce soit sous l'angle financier, mais aussi idéologique, ça va en fait se diffuser lentement, avec des vitesses qu'on ne connaît pas bien sûr, sur le reste du monde. Et je crois qu'on a une grande chance en Europe, c'est d'avoir maintenu cette notion d'État social qui était fondée sur le constat de l'après-Seconde Guerre mondiale, parce que cet État social est peut-être moins performant en termes de croissance économique, mais permet d'assurer une solidarité qui est inexistante aux États-Unis. Il ne faut pas l'oublier, les Américains n'ont pas de sécurité sociale, et une des raisons, en fait, c'est qu'ils ne veulent pas que les humains soient protégés par les collectivités. Il faut que l'humain se dépasse lui-même pour montrer qu'il est capable de gagner sa vie, et encore plus demain qu'aujourd'hui, sans avoir l'effort collectif qui le supporte. Donc c'est un modèle qui est très différent du nôtre, c'est un modèle qui est
basée sur l'économie de marché. Hein. Et heureusement qu'en Europe, on a gardé un État social, parce qu'aux États-Unis, l'aboutissement ultime de l'échec, c'est les opioïdes, c'est la drogue, c'est le suicide. Bruno Coleman, peut-être que parfois on regarde avec une mauvaise loupe ce qui se passe aux États-Unis. On connaît peut-être mal parfois cette réalité que vous venez de rappeler. En même temps, on a l'impression qu'aujourd'hui, les marchés sont quand même désarçonnés. Les alliés se demandent pourquoi tout d'un coup il fait preuve d'une agressivité sans nom, que ce soit le Canada, que ce soit l'Europe évidemment. Est-ce que le principal danger de ce qui se passe, ce n'est pas une rupture de confiance complète ? Si, c'est une rupture de confiance complète. Il faut d'abord savoir que les Américains sont très différents de nous, c'est-à-dire qu'ils sont inductifs, nous sommes déductifs, nous obéissons à des principes, c'est un héritage de l'enseignement catholique. Les Américains sont des protestants, donc chaque situation doit se juger à l'aune de sa réalité. Et de l'instant aussi. Et d'ailleurs, chaque Américain considère que son ancêtre commun, c'est George Washington, qu'il n'y a pas de vie d'avant. Et quand vous demandez à un Américain ce qui s'est passé hier, il va vous dire que ça n'a pas d'importance. Et on verra bien demain comment on pourra améliorer son quotidien. Ce qui est une force, mais ça peut être une fragilité. Voilà, c'est une force parce que ça permet d'oublier ses erreurs. D'ailleurs, les Américains ne remboursent jamais leurs dettes, ne terminent jamais leur guerre. Mais c'est une fragilité parce que ça conduit à des sociétés qui vibrillonnent en permanence, qui sont extrêmement nerveuses et qui mettent en fait tout le monde en concurrence avec tout le monde. C'est chacun contre tous et tous contre chacun. Et l'autre élément en fait qui est très important pour bien comprendre les États-Unis et que nous ne percevons pas bien avec nos yeux d'Européens qui cherchons à voir les Américains avec le soft power du cinéma américain, c'est qu'en fait, comme les États-Unis ont un système politique qui génère une violence économique, à intervalles réguliers, ils exportent cette violence dans des guerres. Et donc, on désigne l'ennemi commun. C'est Saddam Hussein, c'est Osama Ben Laden, c'était le Vietnam, c'était l'Afghanistan, que sais-je. Et aujourd'hui, Trump a une vision pacifiste. Il veut rapatrier les soldats américains et donc il réinternalise aux États-Unis cette violence qui normalement s'expulse, mais tout en désignant l'ennemi qui est l'ennemi de l'intérieur. Et donc, quand Trump met en œuvre des démarches qui pourraient s'apparenter à de l'autoritarisme, ça va bien plus loin que ça. Ça crée des fissures très profondes au sein des États-Unis. Et donc, en fait, il y a peut-être des séditions qui vont se créer. Alors, elles seront peut-être réprimées et peut-être sera-ce de la résignation plutôt que de la sédition, mais donc cette logique expansionniste qui permet aux Américains en fait de se dégager d'eux-mêmes, de se libérer d'eux-mêmes, aujourd'hui est mise à mal par Trump, peut-être pour le bien du reste du monde, mais certainement, ultimement, pour le malheur des Américains. Est-ce que l'Europe réagit bien par rapport à ce qui se passe ? On sent qu'il y a évidemment une forme de sidération par rapport au fait que le lien transatlantique est mis à mal. Il y a évidemment eu tout l'épisode des droits de douane qui a, même si ça touche davantage la Chine aujourd'hui, mais enfin, oui. Ça a quand même provoqué des dégâts dans la relation avec l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, en se disant il faut qu'on choisisse notre souveraineté, qu'on diversifie nos partenariats, qu'on se défende, qu'on soutienne l'Ukraine jusqu'au bout, est-ce qu'on réagit bien ? En fait, on ne réagit pas du tout parce qu'on n'est pas préparé. C'est-à-dire qu'on a considéré que le passé était acquis et que donc on avait cette protection américaine qui allait perdurer. On s'est beaucoup engagé dans à tout le moins verbalement, notamment vis-à-vis de l'Ukraine, mais en sachant très bien qu'on ne pouvait pas le faire de manière autonome. Et donc, nous n'avons pas compris ce qui se passait. Et en fait, pourquoi ? Parce que d'abord, nous avons des dirigeants qui n'ont aucune expérience internationale, pour la plupart, trop jeunes, alors qu'il faut vraiment avoir vécu aux États-Unis pour comprendre, pour respirer l'humus de ce pays. Et puis, d'autre part, il y a un phénomène très important, c'est que les Américains ne reconnaissent pas l'Europe. Quand J.D. Vance... L'Union européenne ne reconnaissent pas l'Europe, oui. Mais d'ailleurs, Ursula von der Leyen n'a toujours pas été reçue. Elle n'a pas été reçue, donc elle a vaguement vu Trump à Rome, mais Trump ne la reconnaît pas comme étant une interlocutrice valable. Et d'ailleurs, quand Vance a fait son discours à Munich, il a considéré, c'est très intéressant, que l'Europe s'était départie de ses valeurs originales, dont la démocratie, considérant que c'était une technocratie, une sorte d'Olympe technocratique qui dirigeait l'Europe. Il reconnaît Mélanie, il reconnaît Orban,
Il reconnaît Macron, mais il ne reconnaît pas l'Union européenne. Il mise sur les États-nations historiques. Il vit sur les États-nations, donc ce qui veut dire que la structure même de l'Europe comme partenaire de dialogue vis-à-vis des États-Unis est peut-être déjà caduque aujourd'hui. Et donc ça va nous poser un problème, parce que la crédibilité de l'Europe à nos propres yeux d'Européens sera mise en cause. Imaginons qu'Ursula von der Leyen ne puisse pas apparaître comme étant une interlocutrice vis-à-vis de Trump dans les 6 mois, dans l'année qui suit, ou qu'elle soit écartée. Les Européens vont se demander quelle est sa légitimité, quelle est la légitimité du président du Conseil. Et donc, je ne serais d'ailleurs pas étonné qu'elle ne termine pas son mandat, parce que si à un moment elle n'est pas capable de représenter l'Europe ni à l'extérieur, ni même à gérer une sorte d'unité à l'intérieur de l'Europe, finalement, c'est une façon de pulvériser des structures qui ont été constituées après la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que les Américains sont dans cette logique. Au-delà de cet épisode-là de Donald Trump, on sait qu'il y a beaucoup de débats en Europe sur la compétitivité, sur notre place dans le monde, etc. Est-ce qu'on doit envisager un affaiblissement ou un appauvrissement structurel de l'Europe ? Oui, et déjà c'est le cas maintenant. D'abord, nos taux de croissance sont très mauvais. L'Allemagne a annoncé il y a 2-3 jours que son taux de croissance serait nul pour l'année 2025. On sera, on va dire, écartelé entre des États-Unis qui vont devenir de plus en plus protectionnistes, une Chine qui va nous inonder de produits manufacturés notamment, sans doute d'ailleurs bénéficiant d'aide de l'État, et donc notre industrie sera incapable de se réinventer suffisamment. En dépit des volontés annoncées. Et puis les engagements financiers qui sont demandés sont colossaux. Quand on parlait de 800 milliards par an pendant 10 ans, et c'était la préconisation du rapport Draghi pour réinventer l'économie industrielle, on n'en a pas vu encore le premier centime. Et c'est la même chose pour les actions. Oui, sachant qu'il y a à côté de ça le défi climatique, la défense, ça fait beaucoup. Quoi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas le bon leadership en Europe. Nous ne sommes pas capables de mettre de priorité. Ursula von der Leyen, il y a 2 ans, plaidait pour le greening, on va dire, de toute l'économie européenne. Aujourd'hui, on a écarté soigneusement les engagements du passé pour parler de remilitarisation, de plan Draghi, mais il n'y a pas d'unité de pensée. Alors, c'est véritablement problématique. Et moi, je pense qu'un jour, on devrait avoir, même si je ne partage pas du tout ses opinions politiques, quelqu'un comme Meloni qui soit reconnu par les Américains à la tête de l'Europe pour pouvoir établir ne fût-ce qu'un dialogue dans des domaines essentiels que sont l'économie et le domaine militaire. En même temps, l'Europe fait face à une contradiction, c'est-à-dire que vous en avez déjà souvent parlé, et on en parlera encore concernant la Belgique aussi, c'est un continent qui vieillit, le vieillissement de la population est un vrai enjeu, et en même temps c'est un continent qui craint de plus en plus les migrants, avec des mouvements politiques, Giorgia Meloni l'illustre notamment, qui sont plutôt fermés. C'est une contradiction coupable, ça quand même, non ? Oui, coupable et insensé. Nous avons effectivement un grand... L'arrière-plan commun de tous les scénarios économiques européens, hors la guerre, c'est le vieillissement de la population, avec des engagements en dépenses sociales qui ne sont pas financés, avec une population active qui, en termes relatifs, baisse par rapport aux personnes âgées. Et donc, on a besoin absolument d'immigration. Et d'ailleurs, il y a une très très bonne immigration, très vivace en Belgique, il faut s'en féliciter. Mais le problème, effectivement, c'est qu'une population âgée, sans doute... par peur de l'inconnu, par peur de l'altérité, refuse l'immigration. Donc, il y a vraiment un changement idéologique à apporter. C'est peut-être le seul problème qu'a l'Italie, c'est-à-dire que l'Italie veut devenir peut-être trop anti-migrant, mais l'Italie aussi n'a pas été aidée quand elle était le réceptacle de toute la vague d'immigration qui a traversé la Méditerranée. On leur a dit, écoutez, débrouillez-vous, c'est pas notre problème. Donc, ils ont eu raison. Enfin, on peut comprendre qu'à un moment, il y a une réaction de leur part. Mais oui, nous avons besoin d'intégration, nous avons besoin de paix aussi. Il faut absolument trouver une paix avec la Russie au niveau de l'Ukraine. Il faut absolument... À tout prix ? À tout prix, mais bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui est dramatique, c'est que nous ne sommes même pas partie prenante aux négociations. Ce sont les Américains et les Russes maintenant qui vont décider entre eux. On doit absolument mettre en œuvre une démarche positive vis-à-vis de la Chine, parce que je crois qu'il y a beaucoup à trouver comme collaboration avec ce pays, plutôt que simplement d'être le réceptacle de panneaux solaires et de voitures à coût réduit. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Nous partageons la même terre, le même continent que la Russie et que la Chine, et ça c'est une réalité géographique qui est incontestable et qui doit, je pense, être exploitée. Alors, parlons un peu de la Belgique aussi. On sort d'une semaine où il y a eu une grève nationale, le 1er mai avec ses discours ronflants. On est quand même dans un climat de tension sociale qui est important. Un gouvernement fédéral de Bart De Wever qui, bon an mal an, essaye de mettre en place des réformes dont la visibilité n'est pas toujours aussi claire qu'il peut y paraître. Quel est votre regard sur ce qui se passe chez nous ?
Mais mon regard, c'est qu'entre les enthousiasmes de l'après 9 juin de l'année passée et la réalité d'aujourd'hui, il y a vraiment un gouffre. Je pense que les sourires ont été remplacés par des rictus parfois de croque-mort. Et je pense qu'il y a au sein de la population belge une certaine perte de confiance. Pourquoi ? Parce que d'abord, beaucoup d'engagements n'ont pas été respectés, parce que beaucoup de dispositions, notamment en matière fiscale et autres, sont des nouveautés tout à fait étonnantes. Et puis, prenons le cas de deux régions. La région bruxelloise, après bientôt 1 an, n'a pas de gouvernement, ce qui veut dire que tout ministre-président sera déjà démonétisé avant de prendre ses fonctions. Au niveau des régions wallonnes, de grandes promesses avaient été commises en matière de retour à l'équilibre budgétaire et de réduction du déficit budgétaire. Mathématiquement, pour quiconque sait compter sur ses 10 doigts, c'est absolument impossible à obtenir. Donc on va rapidement se rendre compte qu'en fait les choses sont plus difficiles à gérer, plus pénibles peut-être que prévu. Et au niveau fédéral, je pense qu'il y a beaucoup d'indécisions aussi. Certes, il y a des effets d'annonce qui ont été mis en œuvre en matière de chômage et autres, mais des déceptions, voire des trahisons d'accords préalables en matière de pension pour les fonctionnaires, pour les magistrats, pour les professionnels. En même temps, il y a des réformes structurelles nécessaires. Bien sûr, mais alors il fallait en parler avant. Le problème, c'est que beaucoup de choses maintenant sont des surprises, et je pense que ce gouvernement a conclu un accord de gouvernement sans tenir compte de tous les effets collatéraux que ça allait générer. Par exemple, le rebut, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de chômeurs de longue durée vers les CPS va fragiliser les finances de certaines communes et donc va interpeller les régions wallonnes. Donc il y a des effets collatéraux, notamment du côté francophone, je parle de Bruxelles et de la Wallonie, qui sont aujourd'hui en péril. Et je crois que ce gouvernement, malheureusement, va finir par décevoir à un certain moment, parce que l'engouement qui avait porté, on va dire, le projet, va se heurter à des réalités sociales, fiscales, financières assez différentes. Et en même temps, on est dans des gouvernements qui sont dans de la gestion de crise permanente, parce qu'effectivement, on a déjà dû renégocier l'accord pour trouver des moyens pour la défense. Maintenant, si droit de douane il y a, tension commerciale, il faudra sans doute encore revoir les purs. Donc on est en réaction, en fait, en permanence. On peut que l'être d'ailleurs, parce qu'on est un petit pays, on n'a pas d'autonomie en termes financiers, donc c'est extrêmement compliqué. Mais ça veut dire aussi qu'à un certain moment, si on veut vraiment aborder les choses à hauteur d'homme et face à face, on doit non pas raboter la fiscalité comme on le fait maintenant, mais repenser complètement le contrat fiscal et social d'une population qui est en fait un contrat qu'elle se signe avec lui-même, et ça pour un horizon de 20 à 30 ans. Et vous le dites souvent, d'ailleurs, en prenant je prends un exemple qui est votre idée d'une forme d'allocation universelle pour les pensions, en tout cas de trouver un système qui soit un vrai système adapté par rapport aux besoins. Oui. Et qui soit surtout lisible, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander à des personnes qui ont pris certains engagements financiers de les voir s'effondrer devant eux et dans un irrespect, on va dire, des droits acquis. Ce qu'il faut, c'est un projet à long terme qui soit structuré et pas simplement des mesures à court terme. Mais c'est très très important, parce que s'il y a une sorte de perte de confiance dans l'État et dans les personnes qui l'incarnent, et je crois qu'il y a ce phénomène qui est en train de se dissiper, ça veut dire que la citoyenneté elle-même est en cause. C'est-à-dire que l'adhésion à un projet civil, à un projet collectif, va disparaître, et alors on en arrive, parce que les gouvernements, on va dire, sont instables ou mettent en œuvre des mesures, on va dire, qui sont un tout petit peu fragiles, on en arrive à une situation un peu à l'américaine où ça devient chacun pour soi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de patriotisme, au sens de promesse de société. Est-ce que vous diriez qu'on a un peu une marmite sociale et communautaire ? On sait qu'il y a des perspectives qui arrivent. Oui. Cette législature-ci, elle se terminera en 2029, en 2030. C'est le bicentenaire du pays. C'est quand même un moment important. Oui, et moi, il y a une chose qui m'inquiète énormément, c'est la pauvreté lancinante. Alors, on n'aime pas en parler parce que ce n'est pas une cause mobilisatrice. Elle se situe autant chez les jeunes qu'au sein des classes moyennes, que surtout auprès des personnes âgées. Et donc, il n'y a pas de syndicat des pauvres, malheureusement. Or, ce qu'on voit, c'est qu'en Belgique, il y a à peu près 22-23% des personnes qui rencontrent un des 3 critères de pauvreté, qui sont des critères quand même très durs. Mais quand on tient compte de la précarité, ça va toucher à peu près 30% des personnes. Et j'ai très peur, par exemple, que les mesures qui ont été mises en œuvre en matière d'exclusion du chômage, en fait, conduisent à des personnes qui tombent du projet social, qui ne se reconnaissent plus dans le pays, et qui crée en fait une crainte dans toute la population. Et l'autre élément aussi, c'est les retraites, les pensions. Je le dis souvent, mais les pensions auxquelles on touche maintenant de manière un peu singulière, c'est la seule
somme de toutes les angoisses. C'est-à-dire qu'on doit être certain de pouvoir travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Or, c'est très difficile de trouver un boulot quand on a plus de 60 ans, mais quand on a passé l'âge de la retraite, il ne faut pas que le système soit rétrospectivement remis en cause, parce que ça fragilise toute femme ou homme. À un moment, il n'est plus capable de rejouer sa vie au dé. Et donc, c'est très dangereux de toucher au contrat social. D'ailleurs, Bismarck, qui avait été l'inventeur de la pension, à une époque d'ailleurs où personne n'en atteignait l'âge, avait dit on ne peut pas toucher à la pension parce que c'est le socle vraiment de la solidarité au sein d'un pays. Donc, ce qu'on fait maintenant est un peu dangereux et je pense qu'il y a vraiment des risques importants que je vois souvent en matière de pauvreté. Une belle cause pour le bicentenaire, ce serait par exemple l'éradication de la pauvreté, l'intégration des minorités, la réhabilitation de l'enseignement, donc des choses qui soient belles, dont on puisse être fier. Je ne vois pas en 2030 de quoi on va être fier, si ce n'est simplement d'avoir, comme vous l'avez dit très justement, un peu caboté. Et donc il y a un projet de société à définir et qui ne doit pas se faire dans la nervosité, dans l'agitation, dans la névrose des négociations nocturnes d'un gouvernement, mais dans quelque chose de structuré. Et je pense que Bardot Wever pourrait incarner ce projet, pour autant qu'il en a envie. Mais on n'en voit pas pour le moment le premier signe. Non, pas du tout, effectivement. Alors, vous avez aussi republié un ouvrage qui était important pour vous, qui s'appelle Ma brûlante inquiétude, notamment où vous ayez votre coming out, j'exagère, mais en tout cas, vous exprimiez votre vraie préoccupation pour l'enjeu climatique après des années où peut-être vous ne l'aviez pas vu, en tout cas pas de manière aussi urgente. C'est le grand oublié aujourd'hui, non ? C'est le grand oublié, et c'est dramatique parce que la nature n'attendra pas. Et en fait, quand on fait converger les points de tension, les points de disruption, notamment en matière environnementale, on arrive de l'entour de l'année 2028-2030. Donc dans cette décennie, on va avoir des chocs importants. Et en fait, chaque jour qui est dépensé à ne pas s'occuper de l'environnement, c'est un jour qui est doublement, triplement, quadruplement perdu pour nos enfants. Donc on ne peut pas imaginer un monde tel qu'on le conçoit maintenant, en oubliant l'environnement, qui soit apaisé en 2100, par exemple. Non, on est vraiment face à des échéances très importantes. Et en vérité, l'agitation économique qui est entraînée par Trump et par la guerre, en fait, a épousseté, pour utiliser un mot prude, la préoccupation environnementale. Et c'est très, très grave, parce que cette réalité n'est pas gommée par son absence de médiatisation, elle est là. Et au niveau européen, ce qu'on voit, c'est qu'on revient sur toute une série de dispositions qui étaient sans doute excessive et trop lourde d'un point de vue réglementaire pour chercher une prospérité économique à court terme. Et donc, en fait, on est un peu comme dans les années 70. On avait été averti il y a 50 ans du désastre, ces fameux rapports Meadows, mais comme c'était la crise économique et l'agitation dans tous les sens, on a considéré que ce rapport n'était pas important, qu'il fallait croître et croître à tout prix, mais ça aura une fin, cette histoire. Oui, ça, parce qu'on n'entend par exemple plus beaucoup les jeunes pour le climat. Je pense que vous avez des contacts avec eux. Bien sûr. Ça doit être difficile pour eux de vivre ce moment. Mais c'est très difficile. Moi, j'ai la chance de côtoyer Adélie de Charlier, qui est une militante extraordinaire, elle a l'âge de ma fille. Et ces jeunes sont extrêmement déçus. Ils restent très, très, très militants, ils restent très engagés à titre personnel, mais ils se rendent bien compte que le relais politique n'a pas été là. Le relais politique n'a pas été là sous le précédent gouvernement non plus. Et donc, il y a une inquiétude, parce que c'est pas parce qu'on ne parle pas d'un risque qu'il a disparu. Et c'est vraiment un problème de rentrer à nouveau dans le consumérisme le plus absolu, le plus féroce, avec même un danger, c'est que face à, même si ce n'est pas exprimé, l'angoisse de la finitude des choses, on se dise qu'on doit profiter de tout et de la manière plus intense en consommant plutôt qu'en préparant l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Et l'angoisse qui prime aussi aujourd'hui, elle a parfois le nom de nucléaire, de conflit. Oui. Vous êtes officier de réserve, si je m'abuse, tout en étant plutôt pacifiste dans le fond. Oui. Est-ce que vous craignez, vous le dites parfois, que vous craignez un embrasement plus généralisé? C'est une crainte sourde qui est en vous? Oui. Enfin, je suis officier de réserve honoraire, puisqu'on a tous été démissionnés dans les années 90, mais néanmoins, c'est important de le dire. Je crois que le pire serait d'arriver à un moment de paroxysme mondialisé, qui combine des peurs de différentes natures, militaires, commerciales, mais aussi environnementales, et que cette nervosité conduise à un raidissement ou déraidissement idéologique qui se transforme eux-mêmes en conflit militaire. On ne peut pas imaginer de vivre un aboutissement environnemental, c'est-à-dire un étouffement des ressources de la nature, sans qu'à un moment on fasse face à des migrations, à des prédations. Et dans toute l'histoire de l'humanité, la plupart des guerres ont été mises en œuvre
pour des besoins alimentaires ou hydriques, et on sait qu'on est vraiment face à ce genre de problème. Donc je crois que ces crises vont se conjuguer, vont s'exponentialiser les unes les autres pour conduire à des points de paroxysme. Et ça devrait vraiment nous occuper. Parler de ça c'est un projet de société. C'est regarder les choses non pas seulement à hauteur d'hommes ou de femmes, mais plus loin pour les personnes qui vont nous suivre. En fait, on devrait demander à ceux qui vont nous succéder, imaginons qu'ils soient représentés par quelqu'un, qu'est-ce qu'ils pensent des actions qu'on met en œuvre aujourd'hui. Je pense qu'on ne serait pas très fiers de leur expliquer ce qu'on est en train de faire. Vous avez en vous une attention, une vigilance permanente. Vous êtes notamment l'auteur d'un bloc-notes sur le réseau social LinkedIn, mais je l'ai dit, vous écrivez pour le site de Trends Tendance, des chroniques un peu partout. Ce serait impossible de les énumérer. Qu'est-ce qui est votre moteur? C'est justement cette vigilance par rapport à cet état d'urgence? Oui, mais c'est d'abord une révolte. Je pense que l'écriture est une révolte. L'écriture, c'est l'urgence de transmettre. Et je n'ai jamais aimé la Belgique bien pensante, la Belgique bourgeoise, la Belgique qui est contente d'elle-même. On est un peu trop vite content de nous-mêmes. Et je trouve que c'est important, quand on a une plume, quand on a ici l'occasion de pouvoir parler dans les médias, c'est important d'interpeller. Nous sommes tous des acteurs du changement. Et quelles que soient nos dispositions et nos facultés de diffusion, et moi, je ne veux pas rester un homme qui reste assis et qui regarde le monde passer. J'aime bien, comme disait Camus, ne pas mettre mon fauteuil dans le sens de l'histoire, mais plutôt... Surtout quand les libertés sont menacées aussi, non? Les libertés sont menacées, et je pense souvent d'ailleurs que nous avons vécu peut-être une période extraordinaire de liberté des minorités, notamment des femmes, mais d'autres minorités. Et d'ailleurs, on ne rend pas assez hommage à Elio Di Rupo, qui était vraiment l'acteur de ce changement. On l'oublie souvent. Dans un monde maintenant qui se referme et qui va peut-être opprimer les minorités, certainement, mais bientôt les femmes. Et ça, c'est dommage, parce que ça veut dire qu'on aura vécu une période très temporaire on va dire, d'épanouissement de nos sociétés. Aux États-Unis, ça devient maintenant tout à fait flagrant, et ça va le devenir encore plus dans les prochaines années, alors qu'en réalité, nous avions atteint un certain niveau d'humanisme au terme d'une renaissance, un certain siècle des Lumières en matière d'ouverture de pensée, qui sera contrarié par des mouvements politiques réactionnaires. Et ça m'inquiète énormément. Le bilan se referme malgré des années de changements positifs pour les libertés des minorités et le contexte international est chamboulé. On aura l'occasion d'en reparler dans ce podcast. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Demain, Camille Delannoy reçoit Pierre Hainaut, professeur en énergie électrique à l'ULB, pour parler du blackout sur la péninsule ibérique et de son origine mystérieuse. À demain.